Frédéric Jean, le cancre pédagogue. Votre balado pédago. Delphine Lesserre, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire aujourd'hui? Je t'écoute. Ce qu'il y a d'extraordinaire aujourd'hui, c'est qu'on est tous les deux ensemble, qu'on s'est levés ce matin et puis qu'on a pu passer tous les deux une journée dans laquelle j'espère on a donné notre meilleur potentiel. Moi, je me lève tous les matins avec une grande joie et une satisfaction de pouvoir me mettre debout parce que quand j'étais enfant, j'ai été hospitalisée pendant plusieurs mois et ça a été une période qui m'a beaucoup marquée. Et depuis ce moment-là, depuis le moment où j'étais allongée dans un lit où je regardais par la fenêtre le soleil, les nuages, le ciel bleu, je me suis toujours dit que si j'avais la chance de pouvoir sortir de ce lit et d'avoir de nouveau une vie normale, j'en ferais une vie extraordinaire. Donc c'est une journée extraordinaire encore. Oh, c'est une facette que tu viens de me partager. Je trouve ça extra. Merci du partage, Delphine. Est-ce que, Delphine, si on parlait de toi, qui es-tu? Et parce que nous, on s'est rencontrés à la COPS, alors que tu donnais un séminaire, une conférence sur l'intelligence artificielle, qui était la conférence de fermeture, dans le fond, du 42e, du 42e colloque de la COPS. Et je me demandais un peu si tu pouvais te présenter pour que les gens puissent bien comprendre à qui on a affaire. Bien sûr, avec plaisir. Alors, me présenter, c'est pas une mince affaire. Bon, déjà, on entend au son de ma voix que je suis une femme, que je suis française également. J'ai toujours mon accent français. Je suis arrivée à Montréal il y a 4 ans et demi aujourd'hui et je suis très heureuse de vivre aujourd'hui à Montréal. Okay. J'ai un parcours qui est assez particulier parce que j'ai commencé ma vie professionnelle dans le domaine scientifique. J'ai une formation d'ingénieur en microélectronique et nanotechnologie, donc la physique de pointe très poussée, à la fois physique fondamentale en lien, tu vois, avec tout ce qui est physique quantique, physique des ondes, électromagnétique, etc. Et puis également physique très opérationnelle en lien avec les semi-conducteurs qu'on construit et que tu trouves dans les ordinateurs, les smartphones qu'on utilise tous aujourd'hui. Et puis c'est une formation qui me permet aujourd'hui d'être très à l'aise avec les technologies qui sont en train de transformer le monde actuel. Donc moi j'ai commencé par ce bagage, cette partie très technique, et puis progressivement en fait j'ai senti qu'il y avait d'autres choses qui vibraient en moi. Et puis j'ai essayé, je pense, de m'écouter et j'ai initié un doctorat à l'époque où j'étais ingénieure, où je dirigeais un département de 70 personnes à la SNCF, qui est la Société des chemins de fer en France. Wow. Et puis en parallèle de mon activité, ouais, c'était extraordinaire. C'est une très belle entreprise et j'adorais travailler pour cette entreprise. Mais c'est vrai que je sentais qu'il y avait d'autres choses qui me portaient et vers lesquelles mon attention se dirigeait. Je savais pas encore bien ce que c'était, mais le champ de la connaissance du comportement des êtres humains m'interrogeait et m'intéressait. Donc j'ai initié un doctorat à l'époque où j'étais directrice de département à la SNCF, et j'ai initié un doctorat en sciences comportementales. Donc rien à voir avec la physique ou les mathématiques. Et puis avant de faire un doctorat, tu fais un master recherche, mais je fais l'histoire courte. Donc Ouais. et là, quand j'ai fait mon doctorat, j'ai adoré. Qui est déjà un peu longue cette histoire. Donc je fais mon doctorat, j'adore ce que je découvre, ce que l'on connaît du comportement des êtres humains, comment expliquer le comportement des êtres humains, comment un être humain prend-il une décision, comment il mémorise les informations dans son cerveau, comment tout cela évolue au fur et à mesure de la vie, comment les hommes et les femmes ont des processus qui sont distincts, etc. Et tout ça est fascinant. Et puis c'est aussi à cette époque, alors que j'étais jeune doctorante, que l'université dans laquelle je faisais mon doctorat m'a proposé de donner des cours. Et puis c'était en octobre 2005, tu vois, je m'en souviens bien. Et quand j'ai donné mon premier cours à l'université, j'ai eu une épiphanie. Je me suis retrouvée. J'ai adoré ça. J'ai tellement adoré ça que
j'avais donné 3 heures de cours. Je me souviens, c'était mon premier cours de ma vie. J'ai donné 3 heures de cours. Je suis rentrée le soir. Et puis, je vivais à l'époque avec mon fiancé. Et je lui ai dit, j'adore ça. Je pense que je pourrais faire ça toute ma vie. Et je pourrais le faire même si je n'étais pas rémunérée. Je pourrais le faire gratuitement. Oh, Tellement j'adorais ça. Un coup de foudre. Coup de foudre, j'avais vraiment trouvé ma voie, ce qu'on appelle, tu vois, ma voie, ce que les Américains appellent le why, ce qui te fait vibrer. J'étais absolument pas fatiguée, j'avais une énergie extraordinaire en rentrant de ce cours. Et donc voilà, et à partir de ce moment-là, j'ai su que ce qui pouvait être ma mission, ou en tout cas ce qui me faisait vibrer, c'était l'éducation, c'était le fait de transmettre, et c'était le fait d'accompagner d'autres êtres humains dans le développement de ce qu'ils devaient devenir. Et donc j'ai quitté mon poste dans l'industrie, et j'ai finalisé ma thèse, j'ai quitté mon poste dans l'industrie, et puis je suis devenue professeur-chercheur, donc professeur d'université en France, et j'ai été professeur-chercheur pendant une quinzaine d'années. Et puis, à un moment donné, au début des années 2010-2012, avec une amie, partant du constat que mes étudiants étaient toujours interrogatifs sur le choix de leurs études supérieures. C'est extrêmement compliqué finalement pour un étudiant que de choisir l'université dans laquelle il va aller étudier, ou même de choisir un métier. Quand on a 18 ans, c'est répondre à cette question: qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie? C'est une question qui est extrêmement complexe. Et puis c'était la grande époque, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais c'était l'époque des plateformes de rencontres, des premières plateformes amoureuses, de Mythique. Enfin, en tout cas, nous, en France, en Europe, on avait ces plateformes de rencontres amoureuses où tu pouvais trouver l'amour, ou en tout cas un compagnon, une compagne. Et puis voilà, partant de ça, j'ai dit à l'amie en question, avec laquelle je déjeunais tous les mercredis midi dans un restaurant japonais, je lui dis, mais on devrait créer une plateforme du même type, mais pour permettre aux jeunes, aux lycéens, ou ici l'équivalent en amont du cégep, de pouvoir entrer en contact avec d'autres étudiants qui sont déjà dans les parcours d'études universitaires, pour qu'ils puissent leur poser toutes les questions qui se posent sur les études, les parcours, les matières, les stages, les séjours à l'étranger, mais avoir des informations concrètes, tu vois, de la part d'un autre étudiant qui est déjà en études. Et puis, pareil, on devrait leur permettre de pouvoir échanger avec des professionnels qui exercent les métiers sur lesquels ils s'interrogent. Parce que lire un descriptif, c'est déjà très bien, mais c'est vrai que ça ne remplace pas le conseil et le rapport humain. Donc voilà, donc on est parti de cette idée de plateforme. C'était un peu comme un pari au début, puis il s'avère que c'est devenu une véritable entreprise. Et puis ça a été une aventure qu'on a quittée en 2018. Et puis suite à cette belle aventure, moi j'ai décidé de venir vivre en Amérique du Nord. Et puis en famille, on a décidé de s'installer ici à Montréal. Wow. Et donc voilà, pour faire court est déjà un peu long sur mon parcours. J'ai même pas encore parlé de ce que je faisais là maintenant. Mais tu me dis s'il faut que j'en parle ou si on le. Oui, vas-y, tu peux y aller. Je te laisse aller. Vas-y. Bon, d'accord. Et donc, arrivé à Montréal, je termine l'histoire. Arrivé à Montréal, on est arrivé 6 mois avant le confinement, 6 mois avant la Covid. Oh mon Dieu. Et oui. Et puis, écoute, progressivement. Ce qui s'est passé au moment de la Covid, où on s'est tous retrouvés confinés, était quand même digne d'un scénario dystopique. Il y avait la moitié des habitants de la planète qui étaient enfermés chez eux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, depuis que j'ai quitté et que j'ai vendu ma compagnie, je fais des investissements dans mes entreprises, notamment des entreprises de technologie qui développent des solutions d'intelligence artificielle. Donc, il m'arrive assez fréquemment de recevoir des descriptions d'entreprises, ce qu'on appelle des decks, avec des plans d'affaires d'entreprises qui cherchent à lever des fonds. Et là, on était au mois d'avril, avril 2020, et je reçois un plan d'affaires d'une entreprise qui cherchait à lever des fonds pour continuer à développer des capsules qu'ils avaient conçues et qu'ils envoient dans l'espace pour mesurer les meilleures conditions de développement de végétaux, mais de végétaux comestibles, dans l'éventualité d'une migration d'un certain nombre d'êtres humains dans l'espace, compte tenu de l'accélération de l'intelligence artificielle et éventuellement d'un scénario de perte de contrôle des êtres humains sur l'IA.
Donc moi, j'ai reçu ce document, Oh, oui. on était tous en confinement, isolés. Et je t'avoue qu'au début, j'ai été très perplexe. Bon, ça faisait un certain temps que j'étais plus, que je ne suivais plus de très près les évolutions technologiques en lien avec les dernières innovations. Puisque quand j'ai géré ma compagnie, c'était full entrepreneur à 100%, même plus que 100%. Et puis en fait, quand j'ai vraiment pris connaissance du document en détail, le profil des porteurs de projets, le profil des entrepreneurs était extrêmement sérieux. Ils étaient tous diplômés de très grandes universités américaines. Ils avaient tous commencé leur carrière dans des entreprises comme Tesla, Biomérieux ou la NASA. Donc c'était une équipe de 6 personnes qui avaient vraiment des profils extrêmement pointus. Et puis le document était très solide en termes de référence. Et donc ce qu'il décrivait n'était absolument pas Utopique. voilà, tout à fait. Enfin, disons que les hypothèses qui étaient posées étaient des hypothèses qu'on pouvait tout à fait prendre en considération. Et donc à partir de là, effectivement, j'ai vraiment commencé à mener plusieurs recherches et puis à passer un certain nombre de coups de téléphone pour mieux identifier ce qui était en train de se passer, puisqu'il s'était passé au cours des 3 dernières années. Puisqu'il y avait eu une accélération au niveau des progrès de l'intelligence artificielle depuis 2013. Il y a eu deux moments d'accélération extrêmement forts, mais il y a eu 2013, puis il y a eu 2017, et puis là, il y a eu effectivement l'année dernière, depuis le lancement de ChatGPT en 2022. Ouais. Et donc, c'est à partir de là, moi, quand j'ai pris connaissance de ce document, que j'ai décidé de créer une fondation qui s'appelle Edu 2050, avec un H entre le D et le U, qui vise à réunir 4 types d'acteurs pour créer l'éducation de demain, cette éducation à l'ère de l'intelligence artificielle, pour essayer d'influer un peu sur les scénarios possibles et de faire en sorte que l'humanité avance vers le scénario d'épanouissement des êtres humains, qui est le scénario le plus favorable. Et donc voilà, et donc c'est une fondation que j'ai créée ici à Montréal, Wow. qui est également organisme de bienfaisance et qui agit à travers 4 types d'actions dont on peut reparler après. On fait de Absolument. la sensibilisation à l'intelligence artificielle, sensibilisation, formation, événementiel également pour atteindre un maximum de personnes, et puis éducation. Wow. Ed, tu dis Edu 2050? C'est comme ça que tu l'appelles? Oui, tout à fait. Pourquoi, Edu 2050, oui. pourquoi le 2050 pour mes auditeurs? Ben, 2050, parce que d'ici à 2050, on n'a pas de visibilité sur ce que sera l'humanité aux côtés de l'intelligence artificielle. On a de la visibilité aujourd'hui sur les habiletés que les systèmes intelligents vont être capables de développer d'ici à 2026-2028. On sait que on va passer à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle capable d'ici entre 2 à 4 ans, qui vont être des solutions d'intelligence artificielle qui vont être plus performantes, plus puissantes que l'IA générative aujourd'hui, puisqu'elles vont avoir cette faculté de concevoir des processus, donc par étapes, étape 1, étape 2, étape 3, et puis ensuite de mettre en œuvre ces processus par le biais de différentes actions. Donc on passe des IA qui sont capables aujourd'hui d'analyser et de comprendre le sens de mots, de textes, d'images, de sons, des IA qui sont capables de générer des sons, des images, des vidéos, des textes, en plus des IA qui vont être capables d'organiser, de créer des processus, de les organiser et puis de les implémenter. Et donc ça, c'est ce que l'on sait des nouvelles solutions d'IA qui vont arriver extrêmement rapidement, puisque les tests Turing, qui sont les tests qui nous permettent de valider le niveau d'appropriation des solutions d'IA et puis de leur performance, est déjà en train d'être réalisé sur ce type de solution aujourd'hui. En revanche, passé 2026-2028, puis ça arrivera très certainement dans ces eaux-là, passé cette date-là, si on essaie de se projeter sur les habiletés que les solutions d'IA vont développer, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Il n'y a pas aujourd'hui un expert au monde qui
est capable de nous dire en 2025, les solutions d'IA seront capables de faire telle et telle chose. Il y a des hypothèses, mais on est véritablement dans le brouillard. Et d'où effectivement aussi les craintes qui ont été soulevées par un certain nombre d'experts l'année dernière et dont on a beaucoup entendu parler dans les médias, à raison. Et donc, comme on est dans le brouillard sur les habiletés que ces solutions vont développer, on est aussi dans le brouillard sur le rôle de l'être humain à côté de ces solutions qui seront devenues super intelligentes, qui sont déjà intelligentes aujourd'hui, dans le sens de l'intelligence qui comprend, qui analyse et qui prend des décisions, donc sur la base de leur analyse cognitive. Et là, on migre vers des solutions qui vont devenir super intelligentes. Et du coup, ça interroge effectivement sur quel sera le rôle des êtres humains à côté de ces machines intelligentes, comment les êtres humains vivront-ils, quels seront les métiers qui seront encore accessibles aux êtres humains, quelles sont les compétences que nous devons développer. Et donc, c'est tout l'univers de 2050 qui reste aujourd'hui à dessiner. Donc, c'est un brouillard, mais l'élément positif, c'est que on a la chance aujourd'hui d'être à la croisée des chemins, à cette période charnière où on peut encore, justement, à travers les décisions qu'on va prendre et à travers les actions qu'on va poser, on peut dessiner le chemin vers lequel on veut aller. Via de la régulation, bien évidemment, beaucoup, au niveau des solutions autonomes et puis d'autres types de solutions ou de supports dans lesquels on trouve les solutions d'IA, mais pas que au niveau de la régulation. Il y a aussi un énorme travail à faire au niveau justement de l'éducation des êtres humains. Vous vous intéressez à la pédagogie et à l'intégration du numérique en éducation, le balado Intention pédago numérique, c'est pour vous. Mes collaborateurs Mira Auvergnat, Marie-Hélène Demers, Mathieu Mercier et moi-même vous donnons rendez-vous à chaque épisode pour des conversations riches à propos de pédagogie et d'intégration du numérique en éducation. Les enregistrements se font en direct sur le web et sont par la suite disponibles sur votre plateforme de balado préférée. Intention pédago numérique, c'est un rendez-vous. Votre balado pédago. Quand on s'est parlé hier en pré-entrevue, tu m'as annoncé des choses. En fait, tu es parti avec une pédagogie qui, d'après moi, doit être sûrement une réponse à ton énoncé. Là. Oui, alors effectivement, quand en 2020, j'ai pris connaissance de ce qui était en train de ce qui avait eu lieu déjà depuis 3 ans, puis de ce qui était en train de se mettre en place, donc typiquement le lancement ChatGPT, puis ensuite GPT-4, etc. J'ai décidé de commencer à réfléchir avec un certain nombre de chercheurs à une pédagogie qui permettrait de développer les habiletés des êtres humains pour que les êtres humains tirent le meilleur parti de l'intelligence artificielle, mais pour aussi qu'ils tirent le meilleur parti de leurs ressources à eux. Et partant du principe que, en fait, depuis la Seconde Guerre mondiale, on a investi des milliards de dollars dans le développement de l'intelligence artificielle, et malheureusement, on n'a pas investi autant dans le développement de l'intelligence humaine ou du potentiel humain. Oh. Et si on avait investi... Ouais. En fait, on a développé des machines qui nous surpassent déjà et puis qui vont continuer à les surpasser. Et c'est dommage parce que nous-mêmes, on est le lieu de pouvoir extraordinaire. Pour reprendre ta question du début, qu'est-ce qui est extraordinaire? Nous sommes extraordinaires véritablement, mais en fait, on ne le sait pas. On ne le sait pas parce qu'on ne développe pas un certain nombre d'habiletés qui sont en nous, mais qu'on n'a pas exploré, que la science commence tout juste depuis une vingtaine d'années à explorer, à découvrir, à caractériser et à expliquer. Et donc, l'éducation, le paradigme d'éducation que nous, on a développé à l'intérieur de Edu 2050, c'est un paradigme qui se base sur de la recherche scientifique, sur de la recherche académique, et qui vise à développer justement ce qu'on appelle l'intelligence humaine, ou ce que certains appellent le potentiel humain. Pour nous, ça repose à travers 4 piliers qu'on doit diffuser
à travers l'éducation des tout petits jusqu'aux très grands, puis via différentes méthodes. Et ces 4 piliers, ils sont encapsulés dans un acronyme qui s'appelle MOON, M-O-O-N, pour le premier M, c'est pour Me with Myself. Alors, c'est tout en anglais, parce qu'on travaille beaucoup avec les institutions internationales. Donc, Me with Myself, c'est quoi? C'est le socle de connaissance de l'être humain par rapport à lui-même. C'est le connais-toi toi-même de la maxime de Delphes. OK. C'est-à-dire que le rôle de l'éducation, et là aussi, l'IA amène le rôle de l'éducation à se transformer. Nous, on travaille beaucoup avec des présidents d'université, des directeurs d'école, et ils ont compris là aujourd'hui que le rôle de l'éducation est en train de changer. Et l'un des points forts de cette éducation à l'ère de l'intelligence artificielle, c'est que on va devoir beaucoup plus accompagner les individus dans leur découverte d'eux-mêmes. Qui ils sont, quels sont leurs talents, comment les aider à développer leurs talents, ce qui les rend uniques et ce qui les fait vibrer, un petit peu comme moi l'épiphanie que j'ai connue quand j'ai donné mon premier cours. Mais vraiment, j'ai eu de la chance. Et tu n'imagines pas à quel point je me sens chanceuse d'avoir découvert ça aussitôt dans ma vie. Finalement, tu vois, j'avais 25 ans, moi, quand j'ai découvert ce qui me rendait heureuse. Et je pense que j'ai beaucoup, beaucoup de chance. Et donc, Me with Myself, j'identifie mes talents, j'apprends à connaître mes émotions, j'apprends à les identifier et puis à les gérer également. Et ça, c'est extrêmement important. Et on le sait, tu vois, toutes les études depuis les 10 dernières années ne parlent que de l'intelligence socio-émotionnelle. On en parle partout de l'intelligence socio-émotionnelle. Ouais. C'est dès tout petit qu'il faut commencer là-dessus. Identifier aussi ces différences et puis les accepter. Voilà. Accepter ces différences et puis les comprendre et puis ne pas chercher à les gommer. On a eu malheureusement des systèmes éducatifs qui ont eu trop tendance, notamment tous ceux qu'on a mis en place au cours des 300 dernières années, à gommer les différences en fait chez les individus et notamment chez les enfants. Et on a un système éducatif qui est très normatif en fait. Et or, on se rend compte aujourd'hui, et c'est ce que recherchent les entreprises, que les entreprises, ce qu'elles veulent, c'est justement des individus qui, comme on dit, qui pensent en dehors de la boîte, think out of the box. Oui, mais pour penser en dehors de la boîte, il faut déjà être capable de sortir de la boîte. On a mis tout le monde dans des boîtes. Et aujourd'hui, les entreprises, elles nous disent, les gens sont trop formatés. Et oui, parce que l'éducation les a formatés. Et donc, voilà. Donc, l'un des rôles principaux de l'éducation, ça va être d'amener à faire s'épanouir l'individu, l'être humain, sur son unicité, sa richesse et la connaissance de soi. Et c'est là aussi que on aura des succès, parce qu'il n'y a rien de pire quand on est enseignant que quand tu croises des anciens élèves et que, tu vois, moi j'ai enseigné à l'université, quand il m'arrive d'échanger avec certains de mes étudiants qui sont aujourd'hui trentenaires en général, et qu'ils n'ont pas trouvé leur voie, je me dis on est passé à côté de quelque chose. Il y a quelque chose, on n'a pas... Et puis quand parfois ça arrive, quand les gens ont 50 ans, 60 ans, ils peuvent passer toute une carrière et puis en fait... pas véritablement s'être épanoui. Ça veut dire qu'on a raté quelque chose dans l'accompagnement qu'on fait. C'est-à-dire on n'est pas juste là pour remplir une bouteille avec des connaissances. Ça, aujourd'hui, les outils le font très bien. Le rôle de l'enseignant, il va au-delà. Voilà, donc le Me with Myself. Ensuite, tu as le premier O de Moon, c'est Others, pour Me with Others, parce que sur la planète Terre, on vit avec les autres. Et puis, tu sais, on dit souvent l'enfer, c'est les autres. Et l'enfer, ça peut être les autres, effectivement, si on ne sait pas interagir avec eux et puis si on ne sait pas comment gérer les émotions qu'on a avec eux. Donc, il y a, dans le Me with Others, c'est toute la sphère de la partie de l'intelligence socio-émotionnelle, de j'identifie les émotions des autres et je sais également comment bien les gérer par rapport à moi. C'est toute la sphère de l'acceptation des différences des autres, c'est ne pas être dans le jugement, parce que un tel n'a pas la même couleur de peau, n'a pas la même orientation sexuelle, n'a pas la même manière de s'habiller, n'a pas la même religion, etc. Donc c'est l'acceptation des différences, c'est les résolutions de conflits, c'est la collaboration aussi. Alors, je sais qu'on en parle beaucoup, mais c'est pas si simple à faire. Non. Puis là, je pense qu'on a nous
un rôle d'exemplarité. Tous les adultes, en fait, pas que les enseignants. Je dis souvent, l'éducation, ce n'est pas que l'enseignant, l'école, l'enceinte de l'école. Effectivement, il y a l'école et l'enseignant, et puis l'élève, bien évidemment, et puis il y a aussi les parents. Mais en fait, c'est un ensemble, hein, parce qu'un être humain qui se développe, il se développe en regardant tout autour de lui. Donc, l'exemplarité à la maison, l'exemplarité à l'école, et puis l'exemplarité à l'extérieur de la maison et de l'école, tout ça, ça influence un être humain, comme nous. C'est exactement pareil. Donc, l'éducation, c'est un élément qui est extrêmement complexe. Donc, le Me with Others, c'est cette collaboration plutôt que la compétition. Or, c'est pareil, tu vois, on a eu des systèmes d'éducation qui malheureusement ont eu tendance à plutôt initier et entretenir la compétition entre les élèves, parce que tu vois, déjà, on a le système de notes, on a le système de notation. Alors, oui, on a besoin à un moment donné de donner une note aux élèves pour voir à peu près quel est leur niveau. Enfin, on a besoin. Aujourd'hui, il y a de nombreuses universités, et ça partout dans le monde, en Inde, aux États-Unis, t'en as quelques-unes en Europe, qui testent des matières dans lesquelles on ne met pas de notes. Et tu vois, et ça, l'UNESCO incite beaucoup à ce genre de choses. Hein. Il y a des programmes de recherche qui sont menés aujourd'hui sur comment pouvons-nous faire pour évaluer les aptitudes des élèves sans leur mettre une note, et pour donner des diplômes sans mettre une note, etc. Et là aussi, on a un changement de paradigme. Donc, et je pense que le jour où on arrivera effectivement à ne plus entretenir la compétition, on aura moins de conflits aussi sur la planète, parce que c'est une grosse source de conflits, hein, les compétitions, les comparaisons. Donc le Me with Others, c'est ça. Ensuite, le Me with Objects. Le deuxième O, c'est pour Me with Objects, c'est moi avec les objets, c'est-à-dire c'est moi avec tout ce qui n'est pas organique sur la planète. Donc tous les objets qui nous entourent, et puis notamment, bien évidemment, l'intelligence artificielle. C'est 90% de l'objet, parce que c'est un objet qui est intelligent, et qui pourrait laisser croire qu'en fait, il est un autre. Il est un autre. Et donc, du coup, et là, il y a un véritable, il y a une pédagogie extrêmement, qu'il faut mettre en place de manière extrêmement rapide pour déjà bien faire comprendre aux tout petits qu'est-ce qui est organique, qu'est-ce qui est vivant, qu'est-ce qui est non vivant, pour bien expliquer l'usage sécurisé de ces technologies, et pour aussi bien faire comprendre que ces technologies sont là, doivent être contrôlées par les êtres humains. Donc, il doit vraiment y avoir un contrôle de l'être humain sur la technologie. Mais pour qu'il y ait contrôle de l'être humain sur la technologie, encore faut-il que l'être humain comprenne comment fonctionne la technologie. Parce que sinon, si l'être humain ne comprend pas que la technologie est en train de le contrôler ou l'influencer, parce que la technologie, elle a accès à une connaissance du cerveau humain que l'être humain, auquel l'être humain n'a parfois pas accès, à ce moment-là, il ne peut pas comprendre ces éléments de contrôle. Donc voilà, donc toute la sphère du Me with Objects, c'est de progressivement amener un bon usage des technologies, et un usage qui soit équilibré, et qui permettra alors, effectivement, à l'être humain de se développer, et puis d'être la meilleure version de lui-même, autant dans ses études que dans sa vie professionnelle. Parce que même dans le meilleur scénario, tu vois, qui est le scénario d'épanouissement des êtres humains pour 2050, dans ce scénario, l'IA, elle est là, et puis on a tous un assistant personnel dans notre poche, tous, et puis il est super cet assistant personnel, parce qu'il nous aide vraiment, il nous libère du temps. Et puis on sait que le temps et la santé sont les deux choses les plus précieuses dont on peut disposer dans une vie humaine. C'est vrai. Et oui, et puis plus on avance en âge, plus on se rend compte que le temps et la santé, c'est exactement. Mais tu vois, c'est d'où l'avantage, parfois, quand tu vis des choses un petit peu difficiles quand tu es enfant, tu te rends compte assez tôt. Le temps et la santé, c'est vraiment très important. Ouais. Et ça, l'IA peut nous aider à la fois à récupérer du temps, et puis aussi à trouver des solutions, justement, tu vois, pour vaincre les maladies graves, pour peut-être trouver des solutions contre le réchauffement climatique, enfin, pour lutter contre le réchauffement climatique, etc. Donc oui, là, on serait dans le meilleur scénario. Donc, mais pour être dans le meilleur scénario, encore faut-il éduquer les êtres humains et leur expliquer quelle est cette technologie pour qu'on migre vers ça. Oh ouais. Donc ça, c'est le deuxième O. Et puis le N, c'est Me with Nature. Et Me with Nature, c'est l'ensemble des connaissances qu'on veut transmettre pour reconnecter les êtres humains à la nature. C'est pas juste préserver la nature,
en tant que notre environnement et l'écosystème dans lequel on vit, c'est vraiment reconnecter avec la nature et que les êtres humains se souviennent qu'ils viennent de la nature parce qu'on vient de la nature. Et c'est aussi de là et par cette reconnexion que l'on arrive à rééveiller des sens qui étaient endormis et puis à les redévelopper. Et c'est ça qui amène également le développement de ce dont je te parlais en introduction, de ce potentiel humain. Donc la reconnexion avec la nature est fondamentale. Beaucoup d'informations très pertinentes. OK? Je suis en train de réfléchir à ce que je vais dire parce que tu nous proposes, dans le fond, de la lumière. OK? Mais il y a aussi le Skynet, la version sombre qui pourrait arriver. J'ai vu les robots de Boston Dynamics à la COPS. J'en ai vu un chien, là, un chien et un robot. Et ça m'a rendu perplexe de voir ce chien, entre guillemets, se promener. J'ai cette crainte qu'on perde les pédales. As-tu cette crainte-là aussi? Oui, bah c'est ta réponse, dans le fond. Le scénario de la perte de contrôle. Ben c'est pour ça que tu as parti le EDU 2050. Exactement. En fait, c'est véritablement, effectivement, ta crainte, elle est légitime. Et puis elle est bonne, en fait. Moi, j'aime beaucoup quand les gens, effectivement, quand je croise des interlocuteurs qui me disent, moi, je suis un petit peu effrayée par ce qui est en train de se passer. Et même si, en fait, ce sont des personnes qui n'ont aucune connaissance en intelligence artificielle, il y a comme un sentiment ou une intuition que faisons attention, il y a un système d'alerte. Eh bien, cet instinct ou cette intuition ou ce sentiment, il est bon de l'écouter. Il est bon de l'écouter parce que les choses, elles ne sont pas toujours rationnelles et que effectivement, ce scénario de la perte de contrôle, il n'est pas du tout hypothétique. Il est bien peut, réel. effectivement, malheureusement, il peut arriver. Et donc, ce qu'il faut, c'est sensibiliser le maximum de personnes à ce qu'est l'intelligence artificielle et effectivement aux apports extraordinaires que peut générer l'intelligence artificielle pour nous, dans un cadre régulé, réglementé, et où les intérêts des êtres humains et où la vie en société des êtres humains sera préservée. Là, tant les éléments de vie privée, mais pas tant. On est bien au-delà aujourd'hui, même si, bien évidemment, on va réguler là-dessus. Mais dans les questions qu'on se pose pour 2050, on n'est plus sur des questions de protection des données personnelles. On est sur des questions de que deviennent les êtres humains à côté de ces machines qui nous dépassent en intelligence. L'un des chercheurs en IA expliquait que très rapidement, la puissance des solutions d'IA nous amènerait à être comme dans une pièce, nous, avec une solution d'intelligence artificielle. C'est comme s'il y avait une mouche à côté d'un humain. Et puis là, l'humain, c'est l'IA, et puis la mouche, c'est nous. Donc l'image est extrêmement parlante, et c'est la raison pour laquelle on doit être très vigilant. On doit être vigilant sur les décisions qui sont prises au niveau gouvernemental, et puis au niveau également des entreprises qui lancent des innovations. C'est vraiment les deux zones de pouvoir dans lesquelles aujourd'hui, il faut qu'il y ait une véritable prise de conscience. Et au niveau gouvernemental, c'est vrai que les gouvernements et les États ont mis un petit peu de temps pour certains à comprendre déjà ce qu'est l'intelligence artificielle et puis ce qui était en train de se passer réellement. Donc là, il y a eu l'année dernière, je pense, un effort d'explication et de sensibilisation. Oui. Les Nations Unies ont également lancer un signal d'alerte et puis font en sorte là au maximum de réunir des experts pour mettre en place des garde-fous. On se souvient que les Nations Unies ont été formées à l'issue de la Seconde Guerre mondiale et que le rôle des Nations Unies, c'est de préserver la paix sur la planète.
Et pour préserver la paix sur la planète, on fait en sorte de préserver un équilibre social, d'équilibre économique. Parce qu'on sait que dès qu'il y a des déséquilibres sociaux ou économiques, eh bien, on crée des contextes qui sont favorables à ce qu'il y ait des conflits guerriers qui se mettent en place, malheureusement. Donc, l'ONU est véritablement là dans son rôle et puis ils avancent sur cette réflexion, aidés par l'ensemble des autres institutions telles que l'UNESCO et autres, notamment pour l'éducation. Donc c'est extrêmement important de rester vigilant. Et puis je te disais, pour moi, les grands axes sur lesquels on ne doit pas déroger en termes de prise de décision, c'est les solutions autonomes. Les solutions intelligentes autonomes sont des solutions qui prennent leurs décisions toutes seules. Et puis qui par la suite, tu vois, avec l'IA capable, elles pourraient agir. Donc si effectivement elles sont autonomes également dans l'action, là ça pose un certain nombre de sujets. Donc je pense que les solutions autonomes, il faut véritablement réglementer le type de solutions qui vont être des solutions autonomes. Ensuite, il y a le sujet de l'open source. L'open source a été un outil extraordinaire pour énormément d'informaticiens au cours des dernières années, de manière à pouvoir développer des solutions puis à partager des connaissances. Malheureusement, aujourd'hui, on trouve de plus en plus des solutions d'intelligence artificielle qui sont développées dans des grandes entreprises et puis qui arrivent rapidement également sur des plateformes d'open source. Et puis, elles peuvent être utilisées par des personnes qui sont extrêmement bienveillantes, mais elles peuvent aussi tomber entre les mains d'individus qui seraient moins bienveillants. Et donc là, là, ça pose la question effectivement de l'existence de ces plateformes et de comment limiter le risque. Puis après, tu as aussi toute la question des fausses informations. Oui. Parce que on sait que, donc on en a suffisamment parlé, tu vois, sur la capacité effectivement de l'intelligence artificielle à générer des contenus images, des contenus audio, des contenus vidéo, des contenus textes qui finalement nous induisent en erreur. Oui. On a de la difficulté à faire la différence entre le vrai et du faux. Oui. Et si on a de la difficulté à faire de la différence entre le vrai et du faux, on va avoir de la difficulté à faire confiance. Exact. En fait, on va avoir de la difficulté à faire confiance à un média. On va avoir des difficultés à faire confiance à peut-être au message d'un gouvernement. On n'est même plus sûr est-ce que c'est vraiment le gouvernement ou pas qui a répandu le message. On va avoir de la difficulté peut-être aussi à faire la différence ou à faire confiance à un tiers, à des gens qui nous entourent. Or, on sait que le ciment dans les démocraties, c'est la confiance. Parce que c'est de la confiance que naît justement le dialogue. Et la démocratie, c'est Demos Kratos, le pouvoir au peuple. Et le dialogue, c'est le principe fondamental de la démocratie. Si ce dialogue, il devient obscur parce qu'on n'a plus confiance dans les paroles de l'interlocuteur, alors on fragilise énormément nos démocraties. Donc ça, c'est pareil, tu vois, sur l'utilisation des solutions d'intelligence artificielle pour créer des faux. Il faut absolument réglementer ce type. Exactement de la même manière, tu vois, qu'on a des systèmes qui permettent de réglementer la fabrication des faux billets, la fabrication de la fausse monnaie. C'est pareil. Oui, il faut être intransigeant. Il faut être intransigeant avec les entreprises, les acteurs, qui conçoivent des faux avec l'intelligence artificielle. Donc il faut être extrêmement, selon moi en tout cas, il faut être extrêmement clair là-dessus. Et puis après, il y a toute la question du statut. Les statuts qu'on donne, tu vois, tu parles de ce robot chien. Quel est son statut? Est-ce que c'est une machine? Est-ce que c'est un chien? Est-ce que c'est perçu comme un animaloïde? Quel est son statut? Et il faut être clair aussi sur le statut qu'on donne en fait aux machines. Puis il y a les statuts qu'on va donner sur un territoire qui va être le territoire national. Donc à l'échelle de la province ou plus élargie, mais comme je disais, tu vois, à la conférence que j'ai donnée à la COPS, il y a déjà des robots humanoïdes. Il y en a un qui est parmi le plus connu, Sophia, qui a obtenu la citoyenneté, qui est citoyen des Émirats Arabes Unis. Et c'est une citoyenneté, c'est-à-dire un citoyen jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à ce que un citoyen dans le monde, c'était une personne, c'est un individu humain.
Donc là, à partir du moment où les Émirats arabes unis donnent la citoyenneté à une machine, ça soulève des tas de questions. Bon, après, on peut se dire c'est limité aux Émirats arabes unis. Et puis, si le robot, dès lors que Sophia arrive ailleurs, elle n'est pas considérée comme une citoyenne. Mais rien que quand on parle des droits, tu vois, des droits d'auteur, parce que l'IA aujourd'hui est utilisée pour générer énormément de contenu, donc ça pose effectivement la question des droits d'auteur. Effectivement. Mais ça pose finalement quelle question? Mais la question qui est posée derrière, c'est quels sont les droits que l'on peut donner à l'être humain qui va proposer le contenu en question? Est-ce que c'est son œuvre? Est-ce qu'il va revendiquer des droits en disant c'est mon œuvre, j'en suis l'auteur? Et puis à ce moment-là, vérifier est-ce que c'est véritablement lui qui en est l'auteur ou pas? Et puis dans quel cadre? Mais à partir du moment où on va commencer à donner des droits, même si ce sont des droits d'auteur à une solution d'IA, bah, c'est quand même un droit. C'est un droit. Et puis du coup, après, si on lui donne un droit d'auteur, est-ce qu'on ne va pas lui donner d'autres droits? Et voilà, c'est là où on commence à créer des nouvelles sociétés humaines. Oui, c'est très éloquent. Puis là, on en arrive à ton projet d'école qu'on s'est parlé en pré-entrevue, en fait, qui, ma foi, m'a surpris. Je ne m'attendais pas à ce que tu m'annonces ça. Dans le fond, l'idée d'avoir l'intelligence artificielle nous pousse, nous, les enseignants, à changer à revoir nos paradigmes, dans le fond. On cherche ça. Le gouvernement, au moment où on se parle, je ne sais pas, je ne suis pas en haut. Moi, je suis en bas. J'imagine qu'ils doivent certainement réfléchir à ça. Mais j'ai trouvé ça réconfortant de savoir qu'une Delphine Lecerf a décidé, avec sa pédagogie Moon, de fonder sa propre école en réponse à ça. Veux-tu nous en parler, s'il vous plaît? Et bien sûr. Écoute, l'idée, c'est de concrétiser cette pédagogie à travers des écoles, dans un premier temps, des écoles équivalentes du préscolaire ici au Québec, donc des écoles qui vont accueillir des enfants à partir de 3 ans. Et pourquoi créer des écoles? Simplement pour être dans le concret. C'est-à-dire que on aurait pu simplement développer cette pédagogie et puis en parler à travers des conférences et monter des programmes de formation pour distiller cette pédagogie à destination d'un public d'adultes de manière ponctuelle. Et c'est d'ailleurs ce que l'on fait déjà. Mais pour moi, il me semble indispensable aujourd'hui de véritablement commencer à accompagner au jour le jour et sur la durée des êtres humains à travers cette pédagogie, déjà pour voir quels sont les résultats, pour voir comment cette pédagogie permet-elle effectivement d'accompagner le développement des talents, de l'unicité, et puis d'un usage de l'IA qui permet effectivement aux uns et aux autres d'être la meilleure version d'eux-mêmes. Donc c'est la première raison, tu vois, de développer ces écoles. Et puis la deuxième raison, c'est parce que on souhaite avoir des écoles pour tester la pédagogie, enfin pour accompagner les jeunes à travers de cette pédagogie, et ensuite pour avoir le plus d'impact possible, parce que nous ce qu'on souhaite c'est avoir le plus d'impact possible sur la planète. Les outils pédagogiques que l'on va développer à l'intérieur de ces écoles, qui ne toucheraient finalement que les quelques familles, même si on en a 100, 200, 300 en fonction du nombre d'écoles qu'on va pouvoir ouvrir, mais le nombre de familles resterait quand même limité, tu vois, sur une école. Parce qu'on souhaite, c'est donner accès à l'ensemble des outils pédagogiques qu'on va développer au plus grand nombre à travers notre site internet. C'est-à-dire que tout ce que l'on va développer de la pédagogie qui va être diffusée dans nos écoles, qui seront en plus des écoles privées, donc qui ne seront pas, tu vois, ouvertes déjà, de toute façon, elles ne seront pas ouvertes à 1000, 2000, 1 million d'élèves. Eh bien, on souhaite en donner le libre accès gratuitement au plus grand nombre à travers notre site internet, parce que notre objectif, c'est vraiment d'avoir de l'impact. Donc, c'est la raison pour laquelle on crée ces écoles. Et puis, on en crée une première là à Montréal, qu'on souhaite pouvoir ouvrir à la rentrée. On ne sait pas si on va pouvoir tenir ce délai, mais ce serait l'idéal. Tu es en train de peut-être, je suis dans peut-être parce que l'intelligence artificielle nous lance vers le peut-être, là, mais si on parle, mettons, la pédagogie Freinet, Montessori,
ont été des pédagogies qui ont répondu, dans le fond, à un besoin, en fait, hein, ou une observation pour essayer de changer certains paradigmes. Là, on est en train de voir une nouvelle Maria Montessori. Là. J'ai comme cette impression-là. C'est vraiment étrange. Là. Écoute, c'est un très joli compliment, je te remercie. Je sais pas, on le saura peut-être dans 20 ans ou dans 30 ans, et puis on refera le podcast, j'aurai plein de cheveux blancs, et puis toi aussi, et puis, et puis écoute, on reparlera de ce que tu avais dit. Écoute, je ne sais pas tout ce que... Alors, tous ceux que tu viens de citer, puis on pourrait ajouter Piaget. Ont été, je pense, effectivement, ont été en quelque sorte des visionnaires, je pense, à leur époque. Et puis, ce qu'il y a d'extraordinaire, tu sais, c'est qu'en fait, ils ont été visionnaires, mais ils ont surtout passé beaucoup de temps avec les enfants. Ils ont surtout beaucoup observé les enfants, plus les enfants que l'objectif voulu, l'objectif défini de ce qu'on appelait l'école. Et d'ailleurs, ils ont eux-mêmes redéfini, tu vois, Piaget a redéfini lui-même ce qu'était l'éducation et ce à quoi devait servir l'éducation. Et puis nous aussi, tu vois, on a redéfini sur la base de différents regards ce que doit être l'éducation, où l'éducation au cours des dernières années a beaucoup servi, a été très très bonne pour faire découvrir le monde à l'extérieur de nous, pour nous apprendre le monde à l'extérieur de nous. Et là, on passe maintenant à une nouvelle époque, à un nouveau paradigme où l'éducation doit aussi nous aider à découvrir les mondes en nous. Et c'est là où on va véritablement réussir à nous épanouir et puis à répondre à cette question à laquelle l'IA nous amène. C'est que quand tu vois les robots humanoïdes, enfin, surtout ceux qui ne sont pas dans des chiens, mais qui sont dans des corps de poupées qui nous ressemblent, c'est finalement qu'est-ce qui fait notre humanité ? En quoi on est différent de ces robots ? Et du coup, il faut retourner à l'intérieur de nous. Donc, tu vois, nous aussi, effectivement, on redéfinit l'objectif de l'éducation. Donc, c'est découvrir les mondes à l'extérieur de nous, mais aussi découvrir les mondes en nous, de manière à obtenir, à pouvoir vivre une vie qui est pleine de sens, à la fois pour nous, mais également pour la planète, et puis à pouvoir vivre financièrement indépendant. Donc, et puis, tous ces Piaget, Maria Montessori, Freinet, etc., ils ont observé les enfants, et en fait, ce qu'il y a d'extraordinaire, et puis on le sait, du haut de nos plusieurs décennies sur la planète, c'est que, et puis pour peu qu'on ait des enfants, c'est que les enfants quand ils arrivent, mais ils sont vierges de toute limite, et ils sont dans leur plein potentiel. Ils sont dans leur plein potentiel, et c'est progressivement l'éducation et puis les principes des sociétés qui amènent en fait à gommer ce plein potentiel. Et bien voilà, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est finalement entretenir le plein potentiel des enfants et les aider à épanouir ce plein potentiel, aidés en plus par les dernières découvertes scientifiques que l'on a sur le cœur, sur le cerveau, sur la communication entre le cœur et le cerveau, sur des éléments qui étaient inexploités dans l'éducation aujourd'hui et qui vont devenir centraux. Il y avait une dualité entre le cœur et le cerveau. Maintenant, on est en train de se rendre compte d'une unicité. Là. C'est fascinant. Fascinant. Complètement. Et puis même, tu vois, c'est intéressant quand tu dis qu'il y avait une dualité. On a souvent, effectivement, dans l'histoire de l'humanité, on a souvent opposé le cœur, et puis dans le cœur, d'ailleurs, on met souvent l'aspect des émotions. Alors qu'en fait, les émotions, elles ne sont pas que dans le cœur. Mais l'aspect des émotions et puis le cerveau avec l'aspect rationnel, donc le traitement cognitif. Et puis, déjà, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, si on connaît l'histoire de l'évolution de l'intelligence artificielle, on sait que les systèmes d'intelligence artificielle ont été conçus grâce à la compréhension que l'on a eue de la manière dont un être humain prend une décision, pense, réfléchit, prend une décision et mémorise. Tous ces processus ont été ensuite transposés pour concevoir les solutions d'IA. Donc en fait, la puissance cognitive de l'être humain, c'est ce qui a servi de modèle pour concevoir les solutions d'intelligence artificielle. Ouais. C'est la raison pour laquelle en fait les IA sont en train de nous dépasser au niveau de notre traitement cognitif. Donc déjà, quand on s'interroge sur le futur, on comprend rapidement que c'est pas grâce à l'utilisation que l'on fait aujourd'hui de notre cerveau
que l'on va pouvoir se positionner de manière intelligente avec l'IA, de manière intéressante, en tout cas par rapport à l'IA. On comprend qu'il va falloir peut-être utiliser son cerveau différemment. Et donc là aussi, il y a des résultats scientifiques qui commencent à être intéressants. Et puis on comprend aussi que il faut peut-être aller voir ailleurs. Et puis dans ce ailleurs, effectivement, il y a le cœur, il y a le rôle du cœur. Puis le cœur, il n'est pas que le siège des émotions. Oui, le cœur prend une grande partie du siège des émotions, mais typiquement, quand tu parlais tout à l'heure, ta réaction par rapport au chien mécanique, il y a aussi toute la zone de l'intuition. Et l'intuition d'un être humain, c'est le fait de comprendre une situation sans passer par un raisonnement logique. Donc ça, effectivement, ça se passe ici, ça se passe au niveau du cœur. Et on sait aujourd'hui, donc le cœur, on l'a étudié au début juste comme un muscle, principalement comme un muscle, et puis comme la pompe qui nous permet de rester en vie. On sait aujourd'hui que le cœur, c'est un organe qui émet un champ électromagnétique. Donc là, tu vois, moi je reviens à mes premières amours quand j'étais en école en physique. Et un champ électromagnétique, c'est un environnement donc dans l'espace qui permet d'envoyer des informations et de recevoir des informations. Et donc, ce que l'on sait, c'est que tout autour de notre corps, et partant de notre cœur, on a comme un cercle qui est sur 1,50 m. Alors, il y a certaines études qui disent que ça va même plus loin. Je pense qu'il faut apprendre à le développer. En tout cas, il y a un consensus de la communauté scientifique sur les 1,50 m. Donc, on a un champ électromagnétique d'1,50 m autour de nous qui collecte des informations et qui émet aussi des informations. Donc, c'est extraordinaire. Puis, ça explique, tu sais, toutes ces sensations que tu peux avoir quand tu rencontres quelqu'un, Mm-hmm. puis on n'est pas sur la même longueur d'onde, ou quand tu te rends quelque part, tu te rends dans une pièce ou dans une maison, puis tu sens tout de suite, tu vois, on dit je me sentais bien, ou non, j'étais pas sur la même longueur d'onde que lui. On a ces perceptions, voilà, et sans pouvoir l'exprimer. Puis d'ailleurs, parfois on dit je saurais pas l'expliquer. C'est un non-dit, mais voilà, je me suis pas sentie à l'aise. En fait, on sait aujourd'hui que c'est le cœur qui capte, et puis on sait que ce cœur qui capte des informations, il les mémorise. C'est comme s'il avait une mémoire et en fait, il les stocke. C'est extraordinaire. Donc, notre cœur, il stocke des informations. Ça, on le savait déjà qu'il y avait une partie, on disait que c'était c'est la partie émotionnelle que l'on gardait en mémoire, notamment malheureusement quand on vit des traumas, quand on vit des traumatismes. Il y a cette partie qui est très, très forte, très intense. Et puis, en fait, le cœur communique avec le cerveau dans les deux sens. Alors, le cœur communique avec le cerveau, puis le cerveau communique avec le cœur. Et donc, il y a une information qui est envoyée au cerveau, qui comprend effectivement la crainte, et puis qui va ensuite essayer de protéger le cœur au maximum. Puis on le savait déjà dans le cadre des traumatismes. Donc oui, ça a été scindé pendant des années, et en fait, on est en train de découvrir qu'on a un autre organe en plus de notre cerveau. Et puis il y a aussi toute la partie intestinale où on a un système nerveux aussi. Et tout ça est utile, et tout ça n'est pas utile que pour des fonctions physiologiques. Tout ça est utile pour le développement, la perception de l'environnement et les prises de décision des individus, mais on ne les utilise pas. On ne les utilise pas aujourd'hui. Et du 2050 travaille justement à faire développer ça dans les écoles. C'est fascinant. C'est fascinant, Delphine. Hey, Delphine, on en est rendu dans la dernière portion du balado, mes questions à rafale. Avant de commencer mes questions à rafale, je veux simplement te remercier pour ta générosité de ton temps. Je sais que tu es une personne très occupée. En même temps, j'ai ce désir d'en connaître davantage sur toi, fait qu'on va garder contact pour tes projets futurs. S'il te plaît, donne-moi d'autres informations sur ton école. Parce que comme on s'est dit en pré-entrevue, j'adorerais, ce serait quasiment un fantasme d'aller voir comment que ça se passe dans tes nouveaux locaux, si tu veux bien entendu. Avec grand plaisir. Tu es invité à venir nous rendre visite quand tu le souhaites. Avec grand plaisir à Montréal. Absolument. Merci beaucoup. Ma première question, je sais que tu as à peu près répondu, mais peut-être peux-tu aller plus loin. Pour toi, Delphine Lessard, l'éducation, c'est? C'est ma passion. C'est ma vie. Sais-tu? Je sais pas, on est par Zoom et je le sens. Est-ce que c'est ton cœur? Est-ce que c'est ton cerveau? Mais je l'ai senti de... c'est moi. Oui, hein? Pour toi, là... c'est mon cœur. Ouais. Delphine, pour toi, là, dans le fond, ton plus grand succès, c'est quoi? Mon plus grand succès, c'est pas une question facile. Je sais, je te l'avais dit, c'était l'absolu, ça.
Moi, c'est mon fils. J'ai un petit garçon de 9 ans. Ah C'est ouais. mon plus grand succès. Il est extraordinaire. Ouais, vraiment. Puis Mm. ton plus grand apprentissage, Delphine? Mon plus grand apprentissage, c'est c'est une bonne question. Mon plus grand apprentissage de la vie, sur la vie. Oui, ça peut être là. Mon plus grand apprentissage sur la vie, c'est que c'est une expérience. C'est une expérience donc c'est un passage, c'est un voyage, je pense. Et c'est une expérience que l'on mène tous pendant notre passage sur cette planète et qui, je pense, doit viser à nous reconnecter à qui on est vraiment, ici, au niveau du cœur. Est-ce qu'il y a une personne qui a un impact positif dans ta vie, puis peux-tu nous dire pourquoi? Qui est la personne? Il faut que je te la cite? Si tu veux bien. Une personne qui a un impact positif dans ma vie. Et pourquoi? Je vais revenir encore à mon fils, je vais le citer 2 fois. Mais vraiment, écoute, mon fils, je trouve que les enfants nous apprennent tellement de choses, nous réapprennent tellement de choses, et que finalement, parfois, ce sont eux les guides. Ils nous réapprennent ce qu'est la vie et ce qui est important dans la vie. Parce que finalement, quand on devient adulte, on a tendance parfois à perdre de vue la beauté des choses, la beauté de la vie et puis les choses précieuses de la vie. Donc, moi, je citerai mon fils encore. C'est vrai. J'aurais tendance à dire c'est peut-être même malheureusement vrai qu'on a tendance à perdre ça. Oh, ça vient me chercher. OK. Ta matière préférée quand tu es... Non, excuse, je vais changer. Ta lecture, peux-tu nous proposer une lecture, un livre ou une lecture qu'on devrait lire, là, que toute personne devrait lire, mettons? Je dirais l'un des ouvrages de Sir Ken Robinson, tu sais, qui est décédé malheureusement il y a 2 ans, je crois, il y a 2 ou 3 ans, c'était l'été après la Covid, qui reste encore aujourd'hui la personne dont le TEDx a été le plus vu, je ne sais plus combien de millions de vues il a fait au monde, et qui était aussi comme nous, tu vois, un professeur passionné d'éducation. Il enseignait dans une université. C'est-tu lui qui disait Do school kill creativity? C'est ça? Oui, OK. Oui. Okay. Exactement, c'est ça. C'est ça. Et écoute, moi, c'était un personnage que j'adorais. Je trouvais extraordinaire et également très, très visionnaire et puis tellement humble, tellement modeste, tellement humble. Et l'ouvrage de lui, je pense que tout le monde devrait lire, c'est Finding Your Element. Alors, c'est en anglais. C'est trouver votre élément. Et dans trouver votre élément, en fait, c'est un recueil d'interviews puis de recherches qu'il a mené auprès notamment d'enfants et puis de différentes familles sur comment trouver son talent, comment trouver cette vibration, cette chose qui nous fait vibrer. Et cet ouvrage est extraordinaire. Il est extraordinaire. J'en prends note. Merci beaucoup. Quand tu étais jeune, ta matière préférée, c'était quoi à l'école? Tu étais encore jeune, mais je veux dire toute petite, là. Ah, toute petite, quand j'étais toute petite. Oui. Sinon, je te disais, la philosophie, moi, j'ai adoré la philosophie au lycée. Quand j'étais toute petite, ma matière préférée, c'est difficile parce que moi, j'adorais apprendre, j'adorais l'école, j'adorais apprendre. Alors, toutes les matières, je les aimais beaucoup. Même le sport, j'adorais ça. Je trouve une matière préférée. Ah, c'est complexe, là. Non, j'adorais les langues, mais toute petite, c'est quel âge? Vas-y, dis-moi, que je puisse bien me reprocher. Disons, à l'école, vous appelez ça l'élémentaire, l'école primaire de première à la 6e année, mettons. D'accord. Les matières, quand j'étais... Le français, l'apprentissage du français. L'apprentissage du français, j'aimais beaucoup ça parce que j'adore les langues. Je sais pas, j'aime beaucoup les langues. Il y a quelque chose de communicatif là-dedans. Il y a quelque chose de communicatif, ouais. Ben ça te ressemble, je trouve, oui.
Ouais, ah bah c'est gentil. Oui, ça te ressemble. Ouais, c'est... Donc, tu étais Les très... mots sont beaux. Les... Oui, c'est vrai. Oui, Surtout la langue française, une langue qui est tellement belle et tellement riche. T'es d'accord? c'est vrai. Oui, OK. C'est vrai. Ouais, tout à fait. Non, c'est vrai. Je voulais savoir, Delphine, avant de partir, parce que je sais que tu dois aller chercher ton garçon dans moins de 2 minutes. Quand tu étais à l'école, est-ce qu'on t'a déjà considéré comme une élève cancre, c'est-à-dire une élève paresseuse ou une mauvaise élève, ou encore une flèche, c'est-à-dire une personne brillante et intelligente? Non, oui, j'avais la chance enfin la chance, je ne sais pas si c'est une chance ou une malchance d'ailleurs, mais j'étais plutôt effectivement ce que tu appelles une flèche, mais sans chercher forcément à l'être. C'était juste ma nature. Et puis comme je te dis, en fait, moi, j'adorais l'école, j'adorais passer du temps avec l'école, j'adorais écouter les enseignants. Et du coup, c'était naturel en fait pour moi. J'étais pas dans une compétition ni quoi que ce soit. J'ai jamais cherché à être, tu vois, la première de classe ou autre, mais j'avais vraiment du plaisir. Et donc oui, j'étais plutôt première de classe. Mais sans jamais être dans un esprit de compétition ou de rouler des mécaniques parce que t'es premier de classe. Non. Delphine, merci beaucoup pour ton temps, ta générosité et on va se revoir très bientôt, je pense. Je l'espère. Merci beaucoup à toi pour l'invitation. C'était un vrai plaisir. Votre balado pédago.